Je vais vous proposer de vous parler de sécurité et de sécurité des personnes et des sécurités des données, moi aussi. Pour cela, je vais m'appuyer sur la société Bosch et le parallèle avec l'automobile. Et d'abord, pour situer un tout petit peu qui est Bosch aujourd'hui, je vous propose de regarder une petite vidéo ensemble qui vous montre l'étendue des domaines d'activité de l'entreprise Bosch aujourd'hui. How do you make a mark on the world? And as a company, how do you make a mark that lasts? We at Bosch believe that you make a mark by creating beneficial solutions. Solutions that harness the power of connectivity and the Internet of Things. Solutions that are designed around people and their needs and enhance living standards across the globe. I want to get where I'm going safely. And as quick as possible. I want my home to take care of me and itself. I want to look after my family. I want my work to be simplified, to focus on what really matters. I want to go wherever I want. I want your data to be secure. I want to work for a company owned by a foundation. And one that supports civic and social engagement. Some 400,000 people around the world are united by a common purpose: to improve quality of life. At Bosch, we know how to make a mark on the world by connecting products, solutions, and services to help you realize your dreams and ambitions. Just as our founder, Robert Bosch, would have wanted. Bosch, invented for life. Je vais utiliser donc le parallèle avec l'automobile pour vous présenter tout ce que l'on va pouvoir rencontrer très rapidement dans le off-road. J'utiliserai ensuite les tendances de fond dans le métier de la construction, dans le métier de la manutention. Tout cela au service de quoi? Au service de la sécurité des personnes, que ce soit pour les aides à la conduite ou que ce soit pour la notion de sécurité des données. Et après, je vous présenterai des mots comme maintenance prédictive, cloud, et la signification que cela revêt chez Bosch. Le parallèle avec l'automobile, le premier élément, c'est qu'il n'y aura pas une solution, il y aura des solutions. Lorsque l'on parle de conduite assistée ou d'aide à la conduite, on parlera de deux grandes tendances. La première, c'est le véhicule comme l'objet central, et la seconde, un changement de paradigme, un changement de business model, et non pas la voiture au centre des déplacements, mais l'homme au centre de tous les modes de déplacement. Sur l'off-road, le parallèle avec cela, très rapidement, c'est que tous les nouveaux business models qui vont se créer là-dessus, il faudra que nous soyons prêts. Quand je dis nous, c'est nous, constructeurs de produits, de composants qui fournissent les machines, les fabricants de machines et les loueurs derrière, les utilisateurs de ces éléments-là.
Quelques notions de vocabulaire pour se comprendre mieux aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on appelle un niveau 5 d'autonomie dans la conduite automobile? C'est le full automation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de conducteur. Le premier niveau étant le niveau 0, avec ce que vous avez l'habitude de faire aujourd'hui, sachant que le niveau 4, le brain off, n'étant pas le fait de penser à autre chose, mais réellement d'avoir uniquement la possibilité de reprendre la main, de reprendre le contrôle sur la voiture. Et le parallèle avec l'off-road sera sur le fait de monter un engin de manutention sur un porte-char à 5 heures du matin ou de le faire descendre, n'aura pas la même complexité qu'un tracteur autonome ou une chargeuse sur un système de construction. Ce que je vais vous demander aussi par rapport à ce que l'on va vivre, c'est de vous préparer à l'inattendu. Le monde n'a jamais été aussi en mouvement dans notre environnement. Les pompes à piston, moi je connais la fonte, je ne connais pas le digital, je connais la fonte, je connais les pompes à piston, elles sont avec de l'huile pour créer de la pression. Ces produits-là ont été inventés en 81 et en 84, nos deux produits vedettes, et depuis, dès lors, on n'a fait que des améliorations, du rendement, de la fiabilité, plus d'informations. Mais désormais, nous cherchons dans toutes les directions. Et ce que l'on sait, c'est qu'on va trouver l'inattendu, parce que lorsque l'on cherche dans toutes les directions, on n'est pas sûr de trouver ce que l'on cherchait. Je vous donnerai l'exemple tout à l'heure des essuie-glaces et de la météo. Et ce qui est certain, c'est que ça remettra en cause aussi nos business models si on ne part pas de la valeur ajoutée que l'on apporte. Aujourd'hui, on sent dans l'automobile, en tout cas, deux grandes tendances avec un rythme différent. Le premier rythme, c'est ce que l'on peut voir sur autoroute, c'est-à-dire un véhicule personnel qui est capable aujourd'hui, sur un système, un environnement simple, de parcourir des kilomètres et des kilomètres où l'attention du pilote n'est pas nécessaire. Là où, lorsque l'on parle de véhicules autonomes, un comparatif simple avec le nombre de capteurs qu'il est nécessaire d'avoir pour comparer les deux solutions, ça est beaucoup plus parlant. On aura la même chose que sur l'abandon du diesel. L'abandon du diesel, c'est une marche, mais il n'y aura plus un monde dogmatique où il y a le diesel et rien d'autre. Il n'y aura pas plus de diesel, il y aura un certain nombre de solutions. Et le monde de demain sera hybride, il sera complexe, il sera différencié. L'approche unique, elle n'existera plus, et on le voit aussi bien dans l'off-road que dans le système automobile. Sur quoi allons-nous nous appuyer? Nous sommes des ingénieurs et on a besoin de s'appuyer sur des socles, on a besoin de s'appuyer sur des choses qui nous rassurent. On a besoin de s'appuyer sur de la technologie, et la première je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les éléments ici, mais la première des choses qui va nous conduire, c'est la législation. Imaginez qu'un politique célèbre à Paris décrète que le thermique serait interdit pour le Grand Paris. Imaginez que l'on puisse d'un seul coup, sans avoir de solution alternative, nous imposer de ne plus voir de système diesel sur le Grand Paris ou à Berlin ou à Oslo. La première chose, ce sera la législation. La sécurité sera le deuxième élément. Vous avez tous sans doute entendu parler de la voiture Uber Volvo qui a rencontré un accident où il y a eu un accident mortel. Un accident mortel au monde,
Et aussi bien en Thaïlande, en France, aux États-Unis, tout le monde est au courant. La sécurité sera un élément clé et toute la raison d'être de la conduite autonome, toute la raison d'être de l'aide à la conduite ne peut être que basée sur la sécurité. L'architecture du système, les capteurs, les GPS, tout cela n'aura de sens que s'il y a une cohésion entre tous ces éléments-là, et la cohésion de tous ces éléments-là, ce sera la sécurité. C'est un puzzle où chaque pièce est indispensable. Sur quoi allons-nous nous appuyer tous ? Nous allons nous appuyer sur les 20 dernières années de recherche sur les différentes briques technologiques. Et je vais utiliser des mots que tout le monde désormais connaît, l'ABS, l'ESP, les systèmes de freinage automatique d'urgence, tous ces systèmes-là qui concourent à plus de sécurité dans vos voitures. On va s'appuyer sur ces systèmes, les traduire pour le off-road. On n'y arrivera pas tout seul, et là, ça devient aussi très, très intéressant dans notre métier, c'est que hier, nos ingénieurs travaillaient en vase clos, on avait des services innovation fermés avec des badges, si vous n'aviez pas le badge, vous ne pouviez pas rentrer. Désormais, tout le monde fait de l'innovation et on ne peut plus rester dans nos murs. Regardez Valeo qui travaille avec Siemens, Bosch, nous on travaille avec Mercedes par exemple. Il y a énormément Uber, j'en parlais juste avant, on travaille avec Volvo. Seul, on n'est plus rien. On n'arrivera pas, les algorithmes nécessaires pour la compréhension de l'environnement sont tellement complexes, les coûts liés à ces algorithmes sont tellement complexes qu'on sera incapable d'y arriver seul. Rapprochons-nous maintenant de notre métier à nous tous dans cette salle. À gauche, vous avez la complexité de l'automobile, des quantités énormes avec une problématique où il y a un pare-choc à l'avant, un pare-brise où on peut planquer des vidéos, des caméras à l'intérieur, on peut mettre un radar à l'avant, à l'arrière sur les pare-chocs. Et à droite, vous avez le monde que nous connaissons, avec des quantités plus réduites que ce que l'on peut voir même chez Elon Musk. L'année dernière a fait 80 000 véhicules électriques dans l'année, et c'est la plus petite fabrication possible. Pour autant, paradoxalement, les attentes de nos clients sont à peu près au même niveau. Les grandes tendances de fond de l'off-road, telles que nous le percevons. Au centre, vous avez en rouge, oui c'est en rouge aussi ici, les 90% de réduction de CO2, ce n'est pas négociable. Le secteur des transports en 2050, pour respecter l'accord sur le climat de Paris, devront réduire les émissions de CO2 de 90%. Et c'est sans doute ce qui va piloter toutes les priorités dans nos bureaux d'études respectifs. Ce qui est intéressant, c'est que nous allons avoir comme conséquence la possibilité de travailler aussi sur les aides à la conduite, les ADAS, les aides à l'assistance à la conduite. Vous voyez en haut, 11% des chariots sont impliqués dans un accident par an. 90% des accidents pourraient être évités avec les systèmes d'assistance. En petit teasing, je vous dis aussi ce vert-là, c'est 90% des projets de construction sont mal anticipés en termes de coûts ou en termes de délai. J'y reviendrai en fin de présentation. Jusque-là, qu'est-ce qui pilotait nos priorités dans nos bureaux d'études? Le rendement, la disponibilité des pièces, la longévité, ces trois éléments que vous voyez ici.
Désormais, on sait, c'est évident, que la législation et la sécurité vont jouer le rôle primordial et le driver de tout ce qui va piloter nos bureaux d'études. On va continuer de s'appuyer sur ce que l'on connaît très bien, tout ce qui est des systèmes de la fonte, nos produits de base, tout ce qui est pompe, tout ce qui est vérin, tout ce qui est valve. On va utiliser l'électronique qui est apparue due aussi à la législation sur les consommations moindres et le downsizing. Et on va puiser dans la banque d'organes des capteurs pour arriver à permettre ici d'utiliser les capteurs. Et la difficulté ensuite sera d'interpréter, je vous montrerai tout à l'heure à quoi ressemblent les signaux que l'on peut récupérer directement d'un capteur. Bosch aujourd'hui est le premier fabricant de capteurs au monde. Lorsque vous utilisez vos smartphones et que vous avez le fait que le système suive vos mouvements de la main, il y a un accéléromètre qui vous permet ici et qui est fabriqué par Bosch. Mais le plus grand challenge de tout cela est très clairement ici, pour arriver à l'automation et arriver à la conduite assistée, c'est très clairement d'arriver à appréhender le comportement de l'environnement et le comportement de la personne aux commandes. Heureusement, on a un cadre. On a un cadre, c'est la législation actuelle qui nous permet d'avoir des normes. Je vous les ai placées ici au cas où il y ait des fans et que ça intéresse aujourd'hui sur ce qui existe, mais il existe des normes et elles sont en co-construction avec tous les fabricants actuels sur la sécurité du système des machines autonomes et semi-autonomes, la 17757, la sensibilisation à la collision et à l'évitement. Tout cela, c'est des nouvelles normes, des nouveaux dogmes qu'il va nous falloir respecter, mais qu'on co-construit ensemble. Mais entre vous et moi, on est tous des Christophe Colomb. On va aller chercher les Indes, on passera sans aucun doute par le Japon, et tout est à construire. La seule chose qu'il faudra bien garder à l'esprit, c'est avec quelle notion de sécurité. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Aujourd'hui, sur un pare-choc automobile, beaucoup des véhicules que vous avez actuellement sont équipés de radars, de systèmes ultrasoniques qui vous permettent d'émettre un signal que l'on traduit par des graphes qui permettent de savoir exactement l'environnement autour de l'élément. On peut utiliser exactement les mêmes pièces dans le off-road et faire du copier-coller par rapport à cela. Là où ça devient intéressant aussi, c'est sur la vidéo et surtout les systèmes multicaméras qui permettent par exemple d'avoir une vue sur l'ensemble, l'environnement. Il n'y a pas de système d'assistance directe, mais par contre, ça nous permet de voir, par exemple sur un tracteur, d'avoir la possibilité de voir tout l'environnement et surtout l'arrière sur un tracteur ou sur un engin de manutention. Ce que l'on va pouvoir utiliser aussi, c'est ce qui nous vient directement. Là, on puise dans la banque d'organes de l'automobile directement. On a des niveaux de qualité qui sont issus de l'automobile. On a des niveaux de prix en plus qui nous permettent d'être très compétitifs parce que ça vient directement de l'automobile. Et vous voyez ici, ça, c'est directement sans aucun filtre ce que vous avez comme signal. Et dans l'automobile, la valeur ajoutée de chaque fabricant est de traduire ces signaux sur quelque chose de compréhensible, c'est-à-dire est-ce un objet mort non animé, est-ce quelque chose qui bouge, est-ce quelque chose, à quelle vitesse est-ce qu'il se déplace, comment dois-je l'interpréter et de relier son comportement à lui par rapport à une base de données
à l'intérieur du contrôleur qui est capable de dire ça c'est un animal, ça c'est une personne, ça c'est un objet fixe, ça c'est un véhicule. Et toute la complexité va être d'être capable de traduire cet élément-là dans un environnement qui peut être très diversifié lorsqu'on parle d'un engin de travaux publics, ou un tracteur, ou une chargeuse, ou un système de manutention. Le tracteur sera sans aucun doute le driver de tout notre métier, c'est-à-dire que c'est là où il y a des très grandes quantités et c'est là où il y a aussi le rapport le plus direct avec l'automobile. Les comportements sont similaires et on pourra retrouver, et on peut déjà le retrouver, des avertissements de collision, un système qui protège l'arrière du tracteur, des systèmes de caméras qui nous permettent de voir le trafic latéral, des systèmes d'évitement, c'est-à-dire pour éviter, quand on se fait doubler avec le tracteur, pour éviter de se faire rentrer dedans. Mais ce que je vous propose, plutôt que de voir les produits tels que ceux-là, je vous propose de faire un saut, un voyage dans l'espace. On ne va pas aller très très loin, je vous rassure, on va aller juste sur le salon retrouver Clément Verger, qui est notre responsable commercial pour les produits d'innovation, et que l'on va retrouver si... Oui, ça fonctionne. Clément, très bien. Stage. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Richard pour cette belle entrée en matière. J'espère que vous me recevez bien. Oui. Parfait. Bon, je suis en live depuis la zone d'exposition, devant la cabine du groupe Bosch, la Genius Cab. Alors, pourquoi cette cabine est une Genius Cab? C'est un laboratoire d'innovation où on vient intégrer nos nouveaux composants, nos nouveaux prototypes pour les essayer en conditions réelles et visualiser tous les risques environnants autour de la machine et de proposer des solutions innovantes pour les éviter et aussi pour augmenter le confort de l'utilisateur à l'intérieur de la machine. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter des exemples de la vie courante pour vous expliquer en quoi cette cabine est une Genius Cab. Sur le slide que vous pouvez voir actuellement sur l'écran, nous avons un exemple qui est en haut à gauche, c'est la manette de PlayStation, qui est une manette de jeu vidéo, qui a un retour d'information par une lumière de couleur, vert, bleu, rouge, etc., et de la vibration synchronisée avec un statut. Donc, c'est une interface directement connectée entre le joueur, l'utilisateur, et la machine qui est le jeu vidéo. Ensuite, on a un exemple qui est au milieu, c'est un contrôle de la climatisation d'une Audi. Il s'agit d'un contrôle très intuitif. J'ai envie de prendre cet exemple-là parce qu'on a tous une fois dans notre vie contrôlé un bouton et regardé à gauche, à droite pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de contrôler. Là, on a un retour d'information au même endroit que la commande. Et donc, c'est un exemple idéal d'intuitivité. Je vais aller ensuite tout en bas à droite sur la présentation où on voit donc une voiture autonome de Bosch. C'est un bel exemple pour expliquer qu'il faut être en totale confiance en son interface et donc la notion de séduction va être très très importante. C'est-à-dire que si demain je ne suis pas séduit par mon interface, par ma cabine, par mon interface homme-machine, je ne vais pas appuyer sur les boutons qui autorise la prise de contrôle automatique et donc comme si je ne veux pas vous donner ma vie entre vos mains. Voilà. Donc il faut être totalement en confiance. Ensuite, on va aller sur le slide suivant et on a donc 4 axes stratégiques qui définissent qu'est-ce qu'une bonne interface homme-machine. Tout d'abord, une interface doit être intuitive, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de lire une flopée de bouquins pour comprendre comment fonctionne une machine. Ça doit être très simple et à partir de l'interface, on doit comprendre quelle fonction fait quoi, tout simplement. Ensuite, elle doit être sensitive. Sensitive, ça veut dire utiliser le canal sensoriel approprié pour communiquer un retour d'information. Si j'ai une machine qui n'a pas de cabine, c'est-à-dire qu'elle est ouverte, je vais avoir beaucoup de lumière et de sons qui vont me gêner à la compréhension d'alertes visuelles ou sonores. Et donc, à ce moment-là, je vais avoir besoin, par exemple, du toucher. Le toucher est le sens
prédominant pour pouvoir communiquer une alerte type vibration, un risque de basculement, etc. Je vais le montrer juste après. Ensuite, une interface doit être précise. La main de l'humain est précise, la machine l'est, l'interface doit transcrire cette précision au maximum. Et ensuite, le dernier point, qui a toujours été le cœur même de tous les développements de nos produits chez Bosch et Bosch Rexroth, c'est une interface sûre et fiable. Et ça le restera. Voilà. Donc, par les différents niveaux de sécurité de détection d'utilisateurs, mais aussi de contrôle des signaux envoyés par les interfaces, afin de donner la bonne information à la machine pour qu'elle effectue le bon mouvement. On va se rapprocher de la machine et passer sur le slide suivant. Donc, par exemple, nous avons la hand detection. C'est une détection de présence qui vient, à partir d'électrodes capacitives, détecter la main de l'utilisateur. On va pouvoir, à partir de cette fonctionnalité, effectuer deux choses. De l'économie d'énergie, à l'aide tout simplement de j'ai ma main est détectée, donc je vais actuer mon système, mettre en puissance tout le système avant même que j'actionne mon joystick. Et lorsque je vais retirer ma main avec une temporisation, je vais faire un start and stop comme sur une voiture et gagner en energy efficiency. Le deuxième point, ça va être la sécurité. Je vais envoyer cette information à mon contrôleur, donc je vais pouvoir dire à ma machine n'envoie pas l'information du joystick si jamais la main n'est pas détectée. Si je fais ceci, mon mouvement ne va pas bouger, je ne vais pas avoir mon pallettiseur ou mon reach stacker qui va faire un mouvement fou et risquer de heurter quelqu'un. J'aurai simplement, uniquement, quand mon mouvement est souhaité et désiré, l'actionnement. Ensuite, je vais passer sur une autre alerte qui est au slide suivant, le vibration sensing. C'est quelque chose qui marche avec un système complet. Typiquement, ce qu'on a ici dans la cabine, on a des capteurs ultrasoniques tout autour de la cabine, on peut le voir sur l'écran ici, qui viennent détecter la présence d'un élément autour de la cabine et de sa position par rapport à la cabine. Donc, grâce à ça, je vais ensuite pouvoir communiquer à mon utilisateur un risque de heurter quelque chose ou quelqu'un. Et par exemple, la vibration, comme je le disais avant, va permettre à partir de formes de vibration de communiquer une alerte. On a tous un téléphone portable et on reconnaît SMS, appel. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir une reconnaissance à peu près à un niveau de 4 formes de vibrations différentes au niveau du corps humain, ce qu'on est capable de reconnaître. Et ben là, on peut avoir un niveau graduel de vibration pour dire attention, ma machine rentre dans la zone dangereuse liée à ma charge et à l'ouverture de mon bras, un risque de basculement. Et mon utilisateur, lorsque la machine va se mettre en arrêt complet, va comprendre pourquoi il en est arrivé jusqu'à là. C'est-à-dire qu'il ne va pas se bloquer à comprendre pourquoi ma machine ne fonctionne pas. Voilà. Ça peut être utilisé pour du niveau de fuel, de niveau d'énergie bas. Ça peut être aussi pour dire ma machine a préparé un cycle, ce cycle est prêt, je peux l'activer. Donc une petite vibration pour dire vous pouvez appuyer sur le bouton, ça y est, on va lancer l'activation. Et d'autres alertes de façon, on va dire, un peu plus simple. Vous avez un appel qui est connecté sur le Bluetooth et vous êtes en train de recevoir un appel ou toute l'alerte qui peut être reliée à l'information envoyée sur le contrôleur machine. On va aller ensuite sur la dernière innovation qui est une innovation long terme, mais sur lequel on installera bientôt un prototype dans cette cabine. Sur le slide suivant, c'est le touch control. Alors le touch control, je pense que vous voyez l'animation, il s'agit d'un display intégré à l'intérieur d'une poignée. Alors cette innovation ne marche pas seule, elle marche avec une forme de vibration à l'arrière de l'écran qui permet de ressentir où est un bouton et comment je l'actionne. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir besoin de regarder mon écran pour chercher mon bouton. Et surtout, quand je vais appuyer, je vais comprendre que j'ai appuyé dessus. Donc, c'est vraiment deux innovations qui vont ensemble, sur lesquelles on travaille avec une start-up aussi pour ce qui est de la notion vibration et toute la force du groupe Bosch pour ce qui est de l'écran. Nous proposerons donc cette innovation-là
dans un objectif de communication, d'alerte directement, vous avez pu le voir sur l'animation, d'interface dédiée pour gagner en ergonomie utilisateur. On peut avoir des retours d'informations, encore une fois, qui correspondent à d'autres informations de machine, de niveau de fuel, de vitesse, etc. Et par exemple aussi, les utilisateurs changent de plus en plus. Et dans le monde de la location, c'est important au démarrage de bien comprendre comment la machine fonctionne. Et un mode tutoriel est très simplement appliqué là-dessus en décrivant chaque fonctionnalité étape par étape, un mode tutoriel de « Ok, essayez, je vais vous expliquer comment fonctionne la machine ». Voilà, donc il y a plein d'autres innovations dont je pourrais vous parler dans cette cabine. Je vous invite à venir me voir et on en discutera tous ensemble. Merci, je te rends la main et à bientôt. Merci beaucoup Clément, et tout a fonctionné fantastique, c'est le rêve. Je vous propose de reprendre la présentation qui n'y est plus pour vous parler des données. On a déjà eu une très belle introduction tout à l'heure sur les attaques. Essayons, oui. Ici, c'est les exemples que l'on prend dans l'automobile. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu de cyberattaque dans quoi que ce soit qui soit connecté dans le off-highway ou le off-road. Mais vous avez tous sans doute entendu parler de cette Jeep qui était pilotée par un hacker. Imaginez la visibilité que ça pourrait donner à un hacker de récupérer le contrôle d'un tracteur ou d'une chargeuse de 40 tonnes lancée à 40 km/h. Ce sera un tableau de chasse intéressant, et tout ce qui est amélioration de la sécurité des personnes doit se faire avec la plus grande prudence et la plus grande sécurité. Le pire étant sans doute de modifier très légèrement. Aujourd'hui, les hackers ne modifient pas forcément tout l'ensemble du comportement, ils ne prennent pas la main à distance, mais ils peuvent faire une petite modification du comportement de la machine. Et simplement avec ce petit changement de comportement, on peut avoir de la cybercriminalité très très performante. Un concurrent pourrait aussi imaginer de passer par ce biais-là. Comment est-ce que l'on s'y prépare, tous les fabricants? C'est en travaillant la sécurité à tous les niveaux. Pardon de la complexité de ce slide, je vais tâcher de le rendre digeste. La première chose, c'est qu'il faut que le contrôleur, vous en avez tous plusieurs dans vos véhicules, et dans le off-road, on en a aussi désormais, il faut que le contrôleur soit avec des données cryptées. C'est un premier élément de sécurité. Sur ce premier élément de sécurité, il faut que l'intégrité du réseau soit garantie. Chaque ouverture d'une porte sur le réseau, l'architecture, peut être la source de l'entrée du hacker. La façon dont on a créé l'architecture est la troisième couche de la sécurité. Et la quatrième, c'est tous les éléments qui vont être à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui va pouvoir se rapporter. Un accessoire, et là je m'adresse à tous les loueurs, un accessoire Bluetooth qu'on va mettre dans une machine peut très bien être la porte d'entrée qui va autoriser au hacker d'intervenir sur la sécurité. Si l'ensemble de ces quatre éléments-là n'a pas été respecté pour faire en sorte que la sécurité soit garantie, imaginez les conséquences que ça peut avoir. Je vais passer rapidement celui-ci pour aller vers l'évolution des machines connectées, l'Internet of Things, ce que ça va nous changer dans la vie et comment est-ce qu'on peut l'appréhender. Tous les business models existants vont être bousculés. Le B2B2B, c'est ce que je fais aujourd'hui. Normalement, je discute plutôt avec des sociétés comme Yanmar, avec les départements techniques, avec Mecalac, avec Volvo, avec ATN, avec toutes ces sociétés-là. Et là, cette chance de pouvoir discuter avec vous de tous ces sujets est très intéressante. Et on va toute la chaîne va être bousculée
par rapport au nouveau business model. Ce qui va intéresser le constructeur en termes de connectivité sur une machine sera complètement différent du loueur ou de l'utilisateur. Connecter l'ensemble d'une flotte, et je vous présenterai des exemples précis que l'on fait dès à présent par rapport à cela, va bousculer l'ensemble de nos professions. Et dans 5 ans, ce que je peux vous garantir, c'est qu'on fera un métier qui sera légèrement différent de celui qu'on fait aujourd'hui. La seule question qui, pour moi, est clé, c'est quelle est ma valeur ajoutée, qu'est-ce que j'apporte, quel est mon core business et comment mieux le faire demain qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que l'on est capable de faire avec la connectivité, on en a vu un bel aperçu avec Clément, il y avait aussi les rétroviseurs avec des systèmes de caméra. Il y a énormément de choses qui sont basées sur les éléments de sécurité, les éléments d'efficacité et les gains, et qui ne vont pas avoir la même signification en fonction de là où on se trouve et là où on souhaite utiliser ces données. Pardon, ça pique un peu. Ça, c'est l'architecture d'aujourd'hui et la traduction de ce que je vous ai présenté dans le slide précédent. Allons-y par étapes. Ici, vous voyez une barrière géographique, c'est-à-dire que le CU, le contrôleur, le cœur, ce qui fait l'intelligence de la machine, ne pourra pas fonctionner dès lors qu'il sortira de cette géographie, de cette carte-là. C'est l'élément qui va faire que, dès qu'on va sortir de cette pièce, la machine sera automatiquement arrêtée. Ensuite, on aura des possibilités de faire des diagnostics à distance. Ça, ce n'est pas de la science-fiction, hein, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, on a tous les éléments pour faire ces analyses-là. Et on va pouvoir, après, derrière, traiter les données et optimiser. Je vous en ai parlé tout à l'heure, 90% des chantiers aujourd'hui dépassent les délais ou dépassent les coûts. Et celui-ci aussi pique un peu, pardon. Je vous demande de regarder surtout ici cet élément-là. Ça, c'est les architectures aujourd'hui que l'on propose à nos clients qui souhaitent faire de la maintenance prédictive. Nous avons toutes les informations sur nos pompes. On sait exactement quelles sont les données d'entrée, les données de fonctionnement. On a absolument toutes les informations lorsque l'on se concentre sur le moteur. Ici, on a la capacité de récupérer tous les éléments de charge qu'il y a pu avoir dessus. Et donc, on sait dire à l'avance, grâce à des algorithmes, quelle va être la durée de vie. Et on pensait que c'était une information très intéressante et qui avait de la valeur. Et ce que ça nous a permis aussi de savoir, c'est la qualité de l'huile et son usure dans le temps. Ce que je vous disais tout à l'heure, on est tous actuellement des Christophe Colomb et on part dans une direction en cherchant une finalité et on n'est pas sûr de trouver exactement ce que l'on avait imaginé. Ces éléments-là, en fait, la maintenance prédictive, c'est très intéressant de savoir que la machine a de fortes chances de nécessiter une maintenance dans 50 heures, mais ça nous permet aussi de savoir l'usure de l'huile et de savoir quand faire de façon intelligente la maintenance de l'huile et le changement de l'huile. Donner un autre exemple de cela, les essuie-glaces. Dans un chantier, sur une pelle, on peut imaginer que l'information de l'essuie-glace, désormais, sera connue du contrôleur. Ces informations-là, c'est une pelle qui ne bouge pas, c'est-à-dire que ce n'est pas comme un véhicule autonome, enfin un véhicule particulier, elle reste toujours au même endroit. Ça peut être un élément qui, demain, sera une application qui donnera la météo à cet endroit-là, c'est-à-dire avec une fiabilité absolue, on saura exactement si la machine est en route et qu'elle n'a pas besoin de son essuie-glace, c'est qu'il y a de fortes probabilités qu'il ne pleuve pas. C'est le genre de choses où on découvrira le Japon plutôt que
les États-Unis. La difficulté qu'on va rencontrer par contre dans tout cela, c'est que chaque branche, chaque fonctionnement, quelqu'un qui a l'habitude d'une pelle, d'un fonctionnement d'une pelle en Italie, n'aura pas les mêmes habitudes au Japon, n'aura pas les mêmes habitudes aux États-Unis, ni même en France. Et c'est là où ce sera compliqué et intéressant, parce qu'il n'y aura pas une solution unique d'assistance à la conduite, d'aide à la conduite et pour nous d'apporter de la sécurité à cela. La pénurie de personnel, elle ne sera pas la même non plus dans tous les éléments, dans les différents métiers. Et il va falloir qu'on puisse s'adapter à la pénurie de personnel qualifié pour piloter l'angle exact de terrassement pour une pelle. Ce ne sera pas la même chose dans les différents endroits du globe. Comment est-ce qu'on peut répondre à ce genre de choses-là? Tout à l'heure, je vous ai présenté le fait que l'utilisateur final pouvait avoir un intérêt à ce que tous les éléments soient connectés. Imaginez, et maintenant c'est un petit peu dans la prospective, que nous ayons la capacité de relier tous ces éléments les uns avec les autres. Faire en sorte que lorsque un camion rentre sur le chantier, qu'il soit pesé et que l'on sache exactement ce qu'il apporte à l'intérieur, qu'il soit sécurisé, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas ouvrir la sécurité si ce n'est pas le bon camion. Ensuite, la sécurité des personnes sur le chantier, de ne pas avoir quelqu'un qui puisse rentrer sur un chantier alors qu'il n'y est pas autorisé. Et ensuite, avoir un système, une interface homme-machine, mais cette fois-ci à demeure, pour être capable d'analyser le chantier dans son ensemble, en termes de coûts et en termes de productivité. Aussi, pouvoir choisir l'élément, la machine exactement adaptée. Est-ce tel tonnage ou tel tonnage qu'il faudra utiliser le lendemain si les conditions météo s'y prêtent plus ou moins? Ce genre de choses-là, ce ne sera pas du tout la même réponse dans les mines que par rapport à la construction. C'est-à-dire que chaque métier, chaque machine, chaque élément constitutif de cet ensemble devra avoir sa propre solution pour la connexion. Et ça, c'est un monde fantastique qui va arriver devant nous pour faire en sorte que l'ensemble de l'Internet of Things, les éléments connectés, puissent nous apporter plus de productivité, puissent nous apporter d'autres business models. Qui, aujourd'hui, est capable de mettre l'ensemble de ces éléments en fonctionnement? Le smart cloud, avoir beaucoup de données, c'est très intéressant. Avoir les données qui sont pertinentes pour arriver à réaliser un chantier, c'est très différent. Pour nous, en tout cas, la première priorité sera la sécurité des personnes et on essaiera de ne pas se perdre dans ce monde de l'Internet of Things en gardant ce fil rouge-là. Comment améliorer la sécurité des personnes? Comment faire en sorte qu'un élément où on voulait apporter plus de sécurité ne devienne pas incontrôlable en utilisant un système un hacker puisse venir perturber le bon fonctionnement, et comment rendre tout ce système-là ensemble cohérent et fonctionnant correctement. Je vous propose de finir cette présentation par une vidéo que l'on a préparée en récupérant des pièces de droite et de gauche pour faire en sorte de vous présenter comment on imagine le futur. Le futur proche, ça vient très rapidement. Si on peut lancer la vidéo, pardon. Laissez un peu de son pour que je puisse vous parler pendant la vidéo. L'idée, c'est de savoir quelles sont les machines idéales pour pouvoir faire le chantier, quelles sont les informations dont les opérateurs ont besoin, quel a été le repérage qui a été fait sur le site avec un drone par exemple. Aujourd'hui, on est capable d'avoir une précision de l'ordre de 2,5 cm sur les tracteurs.
comment est-ce qu'on doit arriver au final, à quoi ça doit ressembler, de faire une cartographie complète, d'envoyer toutes ces informations-là dans des capteurs qui permettront à des personnes qui ne sont pas forcément hautement qualifiées de pouvoir réaliser cela sans être obligé d'y revenir. Tout ça, il y a des solutions qui ne sont plus du domaine de la science-fiction. C'est des choses qui existent. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte de reconnaître qu'une personne rentre dans le périmètre avec un chasuble rouge, elle n'a pas le droit de rentrer, avec un chasuble jaune, elle a le droit de rentrer? Quelle est la productivité que l'on a pu avoir aujourd'hui? Tous ces éléments-là vont faire en sorte que le monde de demain sera très, très intéressant et on le vivra tous ensemble. Merci beaucoup pour votre attention.